une société se définit par le soin qu'elle apporte à ses membres les plus faibles et non pas par la mort qu'elle leur délivre, sur injonction de celui qui veut mourir. Par les soins qu'elle apporte à tous. Pas les plus faibles. Moi, je ne considère pas les plus faibles et les plus démunis. Je trouverais ignoble de dire qu'il n'y a que les plus faibles qui ont le droit ou il n'y a que les plus forts qui ont le droit. Non, mais les soins s'apportent à tous. N'est pas un soin. Ah oui, mais ça nous oppose effectivement. Oui, bien sûr. Je pense que le dernier acte de soin, et les médecins à l'étranger le disent, le dernier acte de soin, oui, ça peut être une aide active à mourir. Mais effectivement, c'est des conceptions qui peuvent c'est une question de définition. Là. L'aide active à mourir, pour moi, n'est pas un soin. Arrêtons aussi de raconter qu'il peut y avoir des dérives à l'étranger. Je veux dire, les Belges, ils ne sont pas venus chez nous pour profiter de la loi Claes-Leonetti. Toute transgression qui doit être légalisée demande systématiquement un encadrement strict. Mais quand on regarde dans la durée, depuis la loi sur l'avortement, en passant par la PMA, la recherche sur l'embryon, etc., on s'aperçoit que l'encadrement strict, il est volatilisé. À un moment donné, c'est pas le camp du bien contre celui du mal, c'est pas les gentils contre les méchants. Il faut réussir à sortir un peu de ça. On a l'impression que la mort est systématiquement quelque chose d'horrible. Ça se passe pas toujours mal. Grâce au ciel, si je puis dire. Mais moi, la société que je prône, qui est une société fraternelle, c'est une société qui écoute, qui soigne, qui accompagne jusqu'au bout, y compris quand, jusqu'au bout, vous l'aurez compris, c'est une aide active à mourir. Bonjour à tous et bienvenue sur VA+. Si vous aimez ce qu'on fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour son référencement. Aujourd'hui, on débat de la fin de vie et du suicide assisté, un débat qui est brûlant, mais qui nous concerne tous, puisqu'on va tous mourir un jour ou l'autre, vous l'imaginez bien. Le débat est relancé par Emmanuel Macron, depuis la mort de Jean-Luc Godard, le réalisateur s'étant donné la mort par suicide assisté. Pour en débattre, je reçois Jonathan Denis, vous êtes président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Bonjour. Et Jean-Marie Leméné, vous êtes président de la fondation Jérôme Lejeune. Pour commencer, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui vous a motivé, Jonathan Denis et vous, Jean-Marie Leméné, à vous lancer dans ce combat ? Alors, je pense que c'est une question intime pour beaucoup de personnes, c'est une question très personnelle. Mon papa avait un cancer généralisé, c'était en 2008. Alors, il n'y avait pas la loi Claes-Leonetti telle qu'elle existe aujourd'hui. Et il avait des souffrances qui étaient inapaisables, insupportables. Et les soins palliatifs ne pouvaient pas le soulager. Il avait décidé de l'endroit, de l'heure où il allait lui-même éteindre la lumière. Et il m'avait fait la promesse de ne pas l'empêcher de cela, et même de l'accompagner, et c'est ce que j'ai fait. Il a fallu qu'on connaisse aussi le bon médecin pour faire des choses, et je me suis lancé dans ce combat parce que je ne peux pas accepter qu'il faille connaître les bonnes personnes ou qu'il faille finalement aussi avoir l'argent peut-être pour aller à l'étranger, mourir dans la définition de sa dignité ou de sa liberté. Et je pense qu'il faut une grande loi permettant le respect du libre choix et la parole de chacun. Jean-Marie Leméné, vous, qu'est-ce qui vous fait vous engager contre, ou du moins contre l'euthanasie et le suicide assisté, et pour plutôt une conception de la fin de vie naturelle, ou je ne sais pas comment la nommer. Si vous voulez, moi je suis là parce que je suis président d'une fondation scientifique et médicale qui s'appelle la Fondation Jérôme Lejeune, et dont la vocation est de s'occuper des personnes qui sont porteuses d'un handicap mental, et en particulier des personnes touchées par la trisomie 21, mais aussi d'autres pathologies. Donc on a une très grosse consultation de personnes avec un handicap mental, et puis on fait de la recherche, et puis on défend la dignité aussi de ces personnes. Et puis il se trouve que, et ça fait maintenant presque 30 ans que cette fondation existe, elle existe depuis la mort de Jérôme Lejeune en 1994, et puis il se trouve que récemment, on a eu à répondre à l'appel de la famille de Vincent Lambert, dont on parlera peut-être. Et il se trouve que le docteur Pierre Lambert, qui était le papa de Vincent Lambert, avait connu Jérôme Lejeune, et un jour il m'a appelé, je ne le connaissais pas, il m'a dit: on est dans une situation très compliquée, notre fils a eu un accident, il est pas aussi relationnel, on a du mal avec la médecine, venez nous aider. On ne savait pas très bien comment faire, c'était pas exactement notre cœur de métier, mais on s'est rendu compte aussi que dans les statuts de la Fondation Jérôme Lejeune, il y avait la défense de la vie, de la conception à la mort, et donc on n'a pas refusé d'aider cette famille, et en particulier, on a pris conscience de la difficulté de l'application de la loi Leonetti-Claes, dont on parlera aussi, et on a vu à quel point elle pouvait être injuste, puisque en réalité, Vincent Lambert a fait l'objet de 4 tentatives d'euthanasie, dont une qui a commencé par une diète de 30 jours, dans laquelle il a souffert, mais il a survécu, et puis il a fini par être euthanasié, en fait, au terme de l'application de la loi Leonetti,
sans qu'il ait donné le moins du monde son consentement, sans qu'il ait fait des directives anticipées, et sans que personne ne soit d'accord dans sa famille, hormis sa femme, pour qu'on mette un terme à son existence. Donc on a trouvé ça particulièrement injuste, et nous l'avons aidé. Voilà, c'est ça en fait l'origine de notre combat. Et en fait, derrière cela, j'ajoute le fait que nous sommes inquiets du sort des personnes avec un handicap mental, dont le consentement ne sera pas forcément recherché à la fin de la vie. Comment ça va se passer pour eux? Bon, c'est une préoccupation des parents, c'est une préoccupation aussi pour nous. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir sur les termes du débat aujourd'hui? Qu'est-ce que pour vous, Jonathan Denis, le suicide assisté ou l'euthanasie? Alors oui, il faut revenir sur les termes, parce qu'effectivement, il y a eu des mots qui ont été utilisés dans votre présentation, M. Bénet, qui ne sont pas des termes aujourd'hui à utiliser, ou qui ne sont pas en adéquation, du moins, avec la situation qui a pu exister. On parle d'aide active à mourir, on parle d'euthanasie, on parle de suicide assisté, quand on parle d'un geste qui est fait à la demande du patient, à la demande de la personne. L'euthanasie, c'est une personne qui va demander, parce qu'elle est atteinte d'une maladie incurable, parce qu'elle a des douleurs qui sont insupportables, inapaisables, à pouvoir bénéficier d'une aide active à mourir. C'est donc quelqu'un qui va faire le geste à sa demande pour elle. Le suicide assisté, c'est quand vous-même, vous pouvez faire ce geste, parce qu'elle ne sera pas capable de faire ce geste, ou parce qu'elle ne souhaite pas le faire. Le suicide assisté, c'est vous-même qui allez faire ce geste, c'est-à-dire c'est vous-même qui allez tourner le robinet, c'est vous-même qui allez prendre la solution buvable, qu'on va donc vous donner à votre demande, évidemment, une nouvelle fois, parce qu'il y a ces souffrances inapaisables et ces affections pathologiques ou accidentelles totalement invalidantes et incurables. Vous, Jean-Marie Lemennet, quelle différence vous faites entre... en tout cas, quelles sont vos divergences avec cette définition de termes de suicide assisté et d'euthanasie, ou bien est-ce que pour vous, ce qui se fait déjà avec la loi Claes-Leonetti, c'est déjà de l'aide active à mourir Si vous voulez, là, à l'heure actuelle, aujourd'hui, on est encore à un stade très pré-législatif. Il n'y a pas de texte législatif, donc on est encore assez loin du concret. Et je trouve qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à ça et se situer au niveau des principes. Je ne suis pas d'accord avec le fait de donner la possibilité à la médecine de délivrer la mort à un patient. Je pense que quelle que soit la formule utilisée, que ce soit une aide active, que ce soit une aide au suicide, que ce soit de l'euthanasie, que ce soit... Je pense que ce n'est pas le rôle de la médecine de donner la mort. Or, malheureusement, je constate que dans l'expérience que j'ai avec Vincent Lambert, en fait, en réalité, c'est la médecine qui a décidé, un certain jour, de mettre un terme à la vie de Vincent Lambert, sans qu'il ait, de sa part, exprimé le soin de vouloir mourir. Donc, pour moi, je veux vraiment rester pour le moment, essayer de rester au niveau des principes et qu'on s'intéresse vraiment à la question, est-ce qu'on a le droit de donner la mort? Voilà. Est-ce qu'on a le droit de donner la mort à un concitoyen? Est-ce que les médecins ont le droit de donner la mort à leurs patients? Pour moi, la réponse est non, clairement. Alors, mais quand vous dites donner la mort, pour vous, les circonstances de souffrance extrême, incurable, dont vous avez parlé, Jonathan Denis, comment y faire face, comment les soulager? Je ne suis pas insensible aux souffrances. Parce que le rôle de la médecine est, pour le coup, de guérir ou d'atténuer la souffrance. Et justement, je pense qu'il faut vraiment réfléchir au rôle de la médecine. Le rôle de la médecine, c'est effectivement de guérir quand elle peut ou de soulager les souffrances. C'est ce qu'on demande, et c'est ce que demandent aussi les gens. Quand les gens disent qu'ils veulent mourir, bien souvent, c'est ce qu'ils veulent dire. C'est pas qu'ils ne veulent pas vivre, c'est qu'ils ne veulent pas souffrir. Or, ne pas vouloir souffrir, ça ne veut pas forcément dire ne pas vouloir vivre. Il faut bien distinguer le suicide stoïcien de Monterland ou de Hemingway. C'est tout à fait autre chose. La personne qui souffre terriblement veut que ses souffrances s'arrêtent. Et quand elle dit « je n'en peux plus », eh bien, c'est parce qu'on n'arrive pas à calmer ses souffrances. Et c'est, à mon avis, sur ce point-là qu'il faut rechercher. Le rôle des médecins, c'est d'essayer de mettre en échec la souffrance. Or, aujourd'hui, les possibilités qui sont offertes par la médecine permettent de venir à bout des souffrances réfractaires dans la plupart des cas. Alors maintenant, il y a des souffrances psychiques aussi, et évidemment, je ne suis pas hostile à la sédation. La sédation fait partie de la trousse du médecin. La mort ne fait pas partie de l'arsenal du médecin. La sédation, oui, à condition que cette sédation soit proportionnelle aux besoins du patient. Mais c'est vraiment le rôle de la médecine, des soignants, de la famille, d'accompagner la personne et de faire en sorte que sa mort soit paisible. Je ne suis pas du tout favorable à laisser souffrir les gens. Et je pense que c'est un reproche qu'il ne faut pas faire non plus à la médecine. Et il ne faut pas culpabiliser à travers la médecine la société qui laisserait ou qui serait tortionnaire des gens
qui souffriraient et dont on ne voudrait pas accorder une mort miséricordieuse par l'euthanasie. Alors pour rappeler, la sédation profonde, c'est un traitement qui va apaiser une personne qui est proche de la mort à court terme, et ça va apaiser ses souffrances, mais ça va aussi la faire plonger dans un sommeil dont elle ne reviendra pas. Pour vous, Jonathan Denis, est-ce que vous, la sédation profonde, peut-être c'est hypocrite ? Parce qu'on permet à la personne de prendre un chemin vers la mort. C'est pas que la sédation est hypocrite, la sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui n'est pas une euthanasie. La sédation profonde et continue jusqu'au décès, on va altérer votre conscience, on va arrêter l'hydratation, l'alimentation. Effectivement, vous avez eu raison de le dire, ça concerne les personnes à l'agonie, c'est-à-dire quand votre diagnostic de décès, c'est à brève échéance, quelques jours, quelques heures, ça ne convient pas à tout le monde. Et c'est là où je trouve hypocrite, c'est-à-dire qu'on se dit la médecine se retire, on est prêt à accepter cette sédation et finalement on n'est pas prêt à accepter la demande du patient qui est de pouvoir partir en quelques instants entouré des siens. La sédation a ça d'hypocrite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui se satisfaire pour moi de la seule sédation. La preuve en est cette loi que nous avons, la loi Claes-Leonetti, qui est unique au monde. Si elle est unique au monde et qu'aucun autre pays n'a osé une seule seconde s'en inspirer, c'est bien qu'elle est imparfaite. Regardons ce qui se fait autour de nous. Ce débat, c'est pas pour ou contre l'euthanasie, qu'on soit bien d'accord. Je veux remettre ce débat-là sur le chemin qu'il doit prendre. C'est une question de choix. Et je ne suis pas d'accord, monsieur Lemené, quand vous dites la médecine n'accompagne pas. Moi, c'est pas un combat contre les soignants que je fais. Ils font un travail formidable, les soins palliatifs font un travail formidable. Ils n'ont pas assez d'argent. Donc ils font aussi ce qu'ils peuvent là-dessus. Et ça, c'est un vrai scandale. Mais c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et pour moi, le rôle de la médecine est d'accompagner jusqu'au bout, y compris quand jusqu'au bout, c'est de dire l'aide active à mourir. Parce que oui, il y a des souffrances réfractaires à tout. Oui, il y a une chose en France qui s'appelle le refus de l'obstination déraisonnable, de l'acharnement thérapeutique. Et donc si les personnes se disent « moi, mes souffrances aujourd'hui me sont insupportables », on doit pouvoir tout simplement les écouter. Et ce n'est pas l'évolution de la médecine qui fera qu'on pourra soulager ces souffrances ou pas. Il y a des personnes qui n'en peuvent plus parce que pour eux, ce n'est plus de la vie, mais c'est de la survie. Et le combat que je mène, c'est pas une question de vie ou de mort, c'est une question de deux morts. Une mort subie, une mort choisie, moi ce que j'appelle une mort qui peut être solitaire parfois contre une mort solidaire, mais c'est bien ça l'essence même du combat. Alors en quoi il faudrait-il aller plus loin que la loi Claes-Leonetti ? Il faut aller plus loin que la loi Claes-Leonetti parce qu'aujourd'hui on laisse encore beaucoup de gens sur le bord du chemin. Il y a des personnes qui, parce qu'elles ont les finances, 10 000 €, peuvent aller bénéficier d'un suicide assisté en Suisse. Il y a des personnes, parce qu'elles habitent parfois dans des zones, ce qu'on appelle des OAS, des zones d'organisation de soins transfrontaliers, elles peuvent aller en Belgique et se faire rembourser par la sécurité sociale française des soins préparatoires à une euthanasie en Belgique. Donc, euthanasie qui est interdite sur notre territoire. Eh bien, ces personnes-là, notre République devrait leur dire cette promesse simple, je vous accompagnerai jusqu'au bout, sans juger, en vous écoutant tout simplement. Donc oui, faire évoluer la loi, c'est indispensable parce qu'il y a aujourd'hui, par la loi Claes-Leonetti, beaucoup de personnes, je pense notamment aux maladies neurodégénératives, qui ne sont pas concernées par la sédation. Allez parler d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès à quelqu'un qui a la sclérose en plaques. J'en sais quelque chose, ma maman a la sclérose en plaques. Allez parler de cette sédation à quelqu'un qui a la maladie de Charcot. Mais c'est quoi l'agonie quand vous avez ces maladies-là ? C'est l'étouffement. C'est ça qu'on tolère dans notre pays ? C'est de se dire on va attendre qu'on s'étouffe avant de faire une sédation ? Pour moi, ça, je ne le tolère pas. Est-ce qu'il faudrait permettre ce libre choix à ce genre de pathologie, Jean-Marie Lemené ? Alors, je vais revenir d'abord, je ne suis pas effectivement tout à fait d'accord avec vous sur la sédation profonde et continue. À partir du moment où la sédation profonde et continue est donnée et qu'on débranche la nutrition et l'hydratation, il y a une volonté de ne pas revenir en arrière, et on sait que de toute façon, il n'y aura pas de retour en arrière. C'est du définitif. Donc il y a l'intention de procurer la mort à moyen terme. Et ce que vous reprochez en quelque sorte pour les maladies que vous venez de citer, c'est que ça ne va pas assez vite, et que ce qu'on fait entre 3 et 15 jours avec la sédation profonde et continue, on pourrait le faire en 3 heures, honnêtement. Et donc il y a un continuum entre la loi Leonetti et une aide plus active à mourir dans la dignité.
Et ce continuum-là, il existe. Pour moi, la faute originelle, le mot faute, je ne mets pas de connotation particulière, je dis le fait générateur, il est dans la loi Netti. On a déjà dit, voilà, il y a des situations dans lesquelles, lorsque la mort arrive à court terme, on doit pouvoir mettre un terme plus rapidement. Autrement dit, on doit anticiper la mort. Et en fait, dans ce que vous proposez, on peut précipiter la mort, c'est-à-dire la faire advenir plus rapidement, parce que c'est mieux de mourir en 3 heures que de mourir en 15 jours, honnêtement. Donc là-dessus, moi, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec la loi Netti, parce que c'est déjà le pied à l'étrier, c'était la première étape d'une loi qui allait plus loin. Ensuite, deuxièmement, s'agissant du droit à mourir, puisque votre association porte le droit de mourir dans la dignité, on pourrait discuter sur tous les mots, et on le fera d'ailleurs, mais le droit à mourir, je pense qu'il n'y a pas de droit à mourir. S'il y a un droit à mourir, ça veut dire en face d'un droit, il y a toujours une obligation. Il faut toujours qu'il y ait des balances. Donc, en face d'un droit, ça veut dire qu'il y a une obligation de faire mourir, une obligation de tuer. Qu'est-ce qui va faire ça? On va demander ça à qui? Donc, s'il y a un droit à mourir pour que ce droit ne reste pas perdu dans les terres et pour qu'il s'incarne quelque part, forcément qu'il y ait quelqu'un qui a une obligation de le faire, qui soit tenu de le faire. C'est qui va le faire? C'est la médecine. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça, de faire le procès à la médecine, d'être incapable de soigner les gens, de les soulager. Et en plus de ça, on va la culpabiliser in fine, parce que donner la mort, c'est une dénaturation du métier médical. Donc je ne suis pas d'accord avec cette solution-là qui consiste à demander à la médecine d'achever les patients qu'elle n'a pas été capable de soigner ou de sauver. Est-ce que, vu qu'il y a un manque de moyens dans les hôpitaux, permettre ça à des médecins, est-ce qu'on pourrait en arriver à des dérives, des excès, etc. C'est dans le pire des cas. Est-ce que c'est quelque chose que vous demandez, des dérives que vous pouvez craindre quand même? Ah ben il faut ouvrir les yeux, les dérives elles existent, mais elles sont chez nous les dérives. Elles sont en France. Enfin, il faudrait quand même être de mauvaise foi pour dire qu'il n'y a pas d'euthanasie clandestine qui se fait en France, y compris sur des personnes qui n'ont rien demandé. Et ça, c'est scandaleux. Pas nous, c'est l'Institut national des études démographiques qui l'a très clairement dit. Ça se fait chez nous. Alors, moi, je veux bien qu'on m'explique que faire une loi, ça va faire des dérives. Alors, à ce moment-là, il faut poser la question de ce que font les députés, de ce que fait la République, de ce que font toutes les lois. Non, une loi, c'est fait pour encadrer, c'est fait pour protéger. Donc, moi, je suis pour une loi, et là-dessus, je salue l'avis du comité d'éthique, qui a dit très clairement ce que ce que disait la DMD depuis plus de 40 ans. Il faut une loi qui encadre. Il faut, une loi qui explique très clairement les choses. Donc, les dérives, je ne les crains pas, elles sont chez nous. Je veux justement qu'on encadre pour qu'il n'y ait plus ces dérives-là. Et puis, arrêtons aussi de raconter qu'il peut y avoir des dérives à l'étranger. Je veux dire, les Belges, ils ne sont pas venus chez nous pour profiter de la loi Claes-Leonetti. Donc, il y a un moment donné, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Les dérives, regardons-les en face chez nous et améliorons les choses. Et monsieur le ministre, on ne s'en prend pas aux médecins. Hein. Moi, je ne dis pas la médecine abandonne, je ne dis pas la médecine ne sait pas soigner. Il faut accepter la mort n'est pas un échec. Voilà. Mais la médecine va quand même basculer par rapport au serment d'Hippocrate. Comment on va déterminer, comment on va nommer l'acte d'ôter la vie pour un médecin qui fait le serment de ne pas le faire? Il y a 2 points dans votre question. Sur le serment d'Hippocrate, je vais être rapide, mais si vraiment on demande aux médecins de regarder le serment d'Hippocrate, il y a quand même beaucoup de choses qu'ils font qu'ils n'ont pas le droit de faire. Le serment d'Hippocrate, on peut l'améliorer, et puis le serment d'Hippocrate, aujourd'hui, si vous avez 71% des médecins qui se déclarent favorables à une légalisation de l'aide active à mourir, parfois même sans condition, ce qui n'est pas ce que nous demandons, on demande sous condition, c'est bien que les médecins ont compris qu'il y avait le serment d'Hippocrate, mais il y avait aussi le quotidien de ce qu'ils vivaient. Ensuite, la deuxième phase, c'est que je ne peux pas, moi, revendiquer une loi de liberté et dire on l'impose. Non. Il faudra évidemment respecter toutes les consciences dans cette loi. Et c'est pour ça que je veux cette loi. C'est une loi qui n'imposera rien à personne. Il faut respecter toutes les consciences, y compris celles des soignants qui sont opposés et qui se disent « moi, je ne souhaite pas pratiquer une aide active à mourir », avec évidemment la contrepartie de dire « j'orienterai mon patient vers un médecin qui lui dira « je suis prêt à vous accompagner jusqu'au bout, y compris si c'est avec la question d'une aide active à mourir ». Le Conseil national de consultatif d'éthique donc s'est exprimé favorable à avancer plus loin sur l'aide à mourir. Il y a, lors de la dernière mouture de la loi Claes-Leonetti, il était opposé. Jean-Michel Delfraissy explique lui-même dans un entretien qu'il avait accordé à Valeurs Actuelles qu'il ne sait pas distinguer le bien du mal. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi avec le Conseil national d'éthique? Est-ce qu'il est légitime pour déterminer ce qui est éthique ou non, sachant que lui-même n'a pas bien
n'a pas forcément une définition de l'éthique. Je ne vais pas faire de procès personnel. C'est vrai que Desfrécy avait fait cet aveu dans Valeurs Actuelles. Je m'en souviens. C'est bizarre pour un président de comité d'éthique de ne pas savoir vraiment comment se positionner. Mais bon, je voudrais revenir sur un point sur lequel vous avez insisté, qui est l'encadrement strict. Bon, si vous voulez, moi je m'intéresse aux lois de bioéthique et aux lois sociétales depuis bientôt une trentaine d'années. Je n'ai pas vu de loi sociétale progressiste qui ne soit encadrée, qui ne soit assortie d'un encadrement strict. Et en fait, il y a un code, il faut connaître les codes quand même. Toute transgression qui doit être légalisée demande systématiquement un encadrement strict. Mais quand on regarde dans la durée, depuis la loi sur l'avortement, en passant par la PMA, la recherche sur l'embryon, etc., on s'aperçoit que l'encadrement strict, il est volatilisé. Alors moi, je suis d'accord avec vous sur je ne suis pas d'accord avec la théorie de la pente glissante, de la boîte de Pandore, etc. Quand on conteste quelque chose, on conteste la mesure. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Mais on ne dit pas, on n'est pas d'accord parce qu'il y aura des dérives. Non, sinon on ne prend aucun risque. En revanche, ce qu'il faut objectivement regarder, prenons un exemple simple que tout le monde connaît, la loi sur l'avortement, elle a bientôt 45 ans. La loi sur l'avortement, elle est passée de 10 semaines à 12 semaines, à 14 semaines. Il était question de la voter jusqu'à la fin de la grossesse, ça n'a pas été retenu. Mais enfin, on a suspendu la condition de la détresse, le délai de rétractation, l'autorisation parentale pour les mineurs, etc. Donc en fait, l'encadrement du départ, il a évolué. Donc le cadre, il a évolué. Bon, le cadre est moins restrictif. Il y a une sorte de déréglementation de l'avortement, on ne peut pas le nier. Pour la PMA, je veux dire, on connaît tous l'histoire de la PMA, puisqu'on a beaucoup parlé au cours des derniers quinquennats. Je vous rappelle, pour les plus jeunes de ceux qui nous regardent, que la PMA en 1994, elle était autorisée pour les couples hétérosexuels mariés ou pouvant apporter la preuve d'une vie commune pendant 2 ans. Bon, je ne veux pas de dessin, c'est plus ça, évidemment. Bon. La recherche sur l'embryon, c'est encore plus flagrant. La recherche sur l'embryon a été interdite dans la loi de 1994. Elle a été interdite avec dérogation temporaire, dérogation définitive, puis autorisée. On est passé d'une dérogation à une autorisation encadrée, et puis maintenant c'est une simple déclaration. Donc en fait, on a totalement déréglementé. Or, vous voulez dire que tout se déréglemente en fait. Il y a une volonté politique et philosophique d'avoir des lois progressistes, au sens étymologique du terme, des lois dites de progrès sociétal. Et ces lois commencent évidemment de manière très pédagogique à dire au bon peuple français, au bon bourgeois qui s'inquiète, ne vous inquiétez pas, ça va être strictement encadré. En réalité, le cadre change et évolue d'année en année, on finit par déréglementer. C'est ce qui se passe aussi un peu en Belgique, où la situation n'est pas si brillante que ça quand même, parce qu'on voit bien qu'ils ont du mal à contrôler. Enfin, j'ai lu le document de la SFAP, ils sont quand même assez critiques sur l'appareil législatif en Belgique. On sait très bien que les lois qui commencent par dire ce sera strictement encadré, c'est quand même une tromperie. C'est quand même pour endormir globalement l'électeur ou celui qui est un petit peu hésitant par rapport à des lois d'évolution sociétale. Moi, sur la Belgique, je suis quand même toujours très choqué. Vous parlez de la SFAP, c'est très bien de parler de la Société française d'accompagnement des soins palliatifs, qui, je le rappelle, est une association, ne représente pas tous les soignants des soins palliatifs. Moi, j'ai pas lu cette enquête de la SFAP. Moi, je suis simplement allé en Belgique, discuter avec des médecins belges. J'ai lu ce que donne la Commission nationale sur l'euthanasie en Belgique. Je suis allé échanger avec les soins palliatifs en Belgique. Voilà, je n'entends pas les dérives. Il y a un moment donné, allons en Belgique, et s'il y a des dérives, il y a une justice. J'attends toujours qu'on puisse nous apporter la preuve. Et à longueur de débat, on me parle de dérives, mais jamais personne n'a réussi à nous apporter la preuve d'une moindre dérive. Une dérive, je le rappelle, ça veut dire quelque chose qui est fait totalement hors cadre. Donc, je pense qu'il faut juste arrêter avec la Belgique. C'était un cadre législatif qui glisse petit à petit dans le sens de... Attendez. Qui glisse. On est qui pour juger ce que décident les Belges? Personne ne pense à remettre la loi en cause en Belgique. Alors effectivement, il y a eu des discussions. Effectivement, on peut dire il y a eu des évolutions qu'on ne partage peut-être pas. Moi, je l'entends. Oui, il peut y avoir des évolutions à une loi, mais reconnaissons quand même que dans ce débat, il y a 20 ans, les Belges ont fait 3 lois. Droit des patients, légalisation de l'aide active à mourir, accès universel aux soins palliatifs. Nous, depuis 20 ans, on a 3 lois Leonetti, la dernière Claes-Leonetti, et on en est encore à parler du sujet parce qu'on n'a toujours pas réussi à répondre à toutes les demandes. Donc arrêtons de croire un peu en notre exception, en notre prétention de savoir mieux que tout le monde. Regardons simplement ce qui fonctionne ailleurs, arrêtons de croire que les dérives sont une nouvelle fois ailleurs, et faisons ce qu'il faut chez nous. Ensuite, on peut se rajouter les faux nez en disant il va y avoir des évolutions, etc. Je partage évidemment en rien, mais je pense que vous le savez, vos positions qui peuvent être sur l'avortement, sur la PMA, sur le mariage pour tous. Voilà, vous parlez de progrès, je ne sais pas, on est peut-être opposés par rapport à ce débat-là, mais
Effectivement, le débat sur la question de l'IVG rejoint beaucoup le débat sur l'aide active à mourir, puisque dans le débat sur l'IVG, vous aviez des femmes qui partaient à l'étranger, ce qu'on appelait les faiseuses d'anges. Et on est aujourd'hui à 12 semaines, c'était ça le sens du propos de Jean-Marie Le Guen. Moi, j'y suis favorable. Voilà, s'il faut le dire, moi, j'ai pas de souci avec ça. Et donc, sur le suicide assisté, on aura aussi cette évolution. Mais peut-être pas. Arrêtons de vouloir, et c'est pour ça que j'apprécie votre début d'intervention, qui était de dire on ne peut pas dire on n'est pas d'accord avec une loi parce qu'on craint qu'il puisse y avoir des évolutions derrière. Ayons déjà une loi. Ayons déjà une réponse aux cas qui sont cités dans le cadre de cette loi. Après, peut-être qu'il y aura des discussions, peut-être qu'il y aura des évolutions, peut-être pas. Mais écoutons simplement les citoyens là-dessus. Et ça m'a fait rire quand vous dites le bourgeois qu'il faut rassurer. Mais je vous rassure, le bourgeois qui a besoin d'être rassuré, il fait partie des 9 Français sur 10 qui sont favorables à une évolution de la loi. Parce que, vous l'avez dit en commençant ce débat, 100% d'entre nous allons mourir. C'est pas 9 Français sur 10 qui demandent à bénéficier d'une aide active à mourir. C'est 9 Français sur 10 qui se disent effectivement, il faut le champ des possibles et ce ne sera pas une question de si vous êtes puissant ou misérable. Aujourd'hui, c'est un peu le cas. Hein. Je le rappelle, si vous avez l'argent, en Suisse, si vous connaissez les médecins, vous pouvez aller en Belgique. Aujourd'hui, c'est quand même si vous êtes puissant, vous pouvez bénéficier d'une aide active à mourir. Eh bien, moi, demain, je veux que tout le monde puisse, s'il le souhaite, pouvoir en bénéficier sans avoir besoin de l'argent ou sans avoir besoin des connaissances. Comment vous expliquez, messieurs, et là je vous laisserai le choix de répondre l'un ou l'autre, comment vous expliquez qu'on se pose la question de droit à mourir en 2022 alors qu'on meurt depuis tout temps? Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on se pose cette question? Est-ce que nous avons un rapport à la souffrance qui a changé? Est-ce que nous avons peur de la souffrance? Est-ce qu'on essaie de la masquer, de la cacher, de l'éviter à tout prix? Je pense qu'on a peur de la mort, bien sûr. On a toujours eu peur de la mort. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est inquiétant pour tout le monde. On a peur, on n'a pas envie de souffrir. On n'a pas toujours envie de mourir non plus. Mais je pense qu'il faut quand même remettre la question de la mort au cœur de la vie de la société. Parce que, comme vous le dites, je partage ce point de vue, la mort n'est pas un échec. Ça fait partie du voyage. Mais il faut aussi voir qu'on est... je sais pas, on posait la question à Heidegger, qu'est-ce que c'est qu'un mourant? Et il disait, c'est un nouveau-né. Effectivement, dès la naissance, on est déjà assez vieux pour mourir. Donc, mais quand on est mourant, il ne faut pas oublier non plus qu'on est un vivant toujours. Et en fait, et là, on n'a pas parlé de ce sujet-là, mais je crois que c'est quand même intéressant d'y revenir. Mourir dans la dignité, il y a la question de la dignité. Et c'est un sujet qui revient souvent. Est-ce qu'on a une dignité? Est-ce qu'on perd sa dignité? Est-ce que dans certains cas, la dignité est altérée, etc. Il faut quand même... Je ne vois pas pourquoi, il faut quand même se souvenir que je ne vois pas pourquoi on peut demander un droit quand on a déjà, dans les faits, on est digne, tout homme est digne, et la mort de tout homme est digne, indépendamment du fait qu'il est incontinent, impotent ou inconscient. C'est pas parce qu'on a c'est pas en fonction de l'état de santé qu'on perd sa dignité. Et je crois qu'il faudrait revenir quand même là-dessus, parce que ceux qui font perdre, qui risquent de faire perdre leur dignité, laisser croire que la dignité est perdue, c'est le regard qu'on porte sur eux. C'est effectivement le regard qu'on porte sur une personne qui a une maladie grave, évolutive, etc., est un regard négatif, où finalement on se dit, de toute façon elle est déjà perdue, c'est comme si elle était déjà morte socialement. Évidemment, cette personne-là n'a plus qu'à hurler qu'on l'achève, parce que c'est insupportable. Mais si on est dans une démarche inclusive, d'accompagnement, d'affection, de soins, d'entourage familial, etc., il n'y a aucune raison que la mort se passe plus mal qu'elle ne se passait autrefois. Et la mort, dans les conditions familiales, affectives où ça se passait autrefois, indépendamment des questions de souffrance réfractaire qui peut-être maintenant sont améliorées, c'était pas forcément... on parlait beaucoup plus de mort paisible. On a l'impression que la mort est systématiquement quelque chose d'horrible. Ça se passe pas toujours mal, grâce au ciel, si je puis dire. Mais je vous rejoins, monsieur Méné. Effectivement, mourir n'est pas indigne, fort heureusement. Simplement, le nom de l'association, moi je vais y revenir, j'assume parfaitement la définition de dignité. C'est toutes les dignités. Je ne dis pas demain, la mort digne, c'est une mort par une aide active à mourir. Par contre, là, ça nous oppose. Il y a des morts indignes. Oui, il y a des morts indignes en France qui se passent parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas respectées. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes à qui on dit « Oh, tu peux souffrir encore un peu ». Mais non, à qui ça ne doit pas... À qui dit-on ça ? Honnêtement, je ne vois pas un médecin français qui dit vous pouvez souffrir encore un peu. Vous savez, non. Je ne fais pas une généralité et n'en faites pas une en disant les médecins. Aujourd'hui, ça se passe
Aujourd'hui, vous avez de l'obstination déraisonnable. Vous avez de l'acharnement thérapeutique. On peut dire non. Ça se passe de cette manière-là. Et aujourd'hui, quand on vous dit finalement, et vous pouvez encore rester un petit peu parce que la sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est seulement quand vous êtes à l'agonie, ça veut quand même dire à un moment donné qu'on vous dit, vous pouvez souffrir un petit peu plus. Voilà, ça se passe comme ça. On peut être contre. Ça existe. C'est ainsi. C'est un fait qui est là. Maintenant, moi, j'entends par toutes les dignités, toutes les libertés. Et effectivement, la sémantique est importante et il faut nommer les choses. Et moi, j'ai aucune difficulté par rapport à ça. Quel principe, Jean-Marie Le Menez, principe moral, éthique, spirituel, empêcherait d'avoir un droit à mourir dans la dignité? Il y a plusieurs niveaux. Je pense que le niveau éthique est accessible par tout le monde. C'est pas, je parle pas de religion. Je parle que la morale commune fait que on tue pas son prochain, on tue pas son compatriote. Voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la morale, je dirais, professionnelle, la déontologie médicale, qui, que ce soit Hippocrate ou même le code de déontologie médicale, interdit aujourd'hui aux médecins de tuer leurs patients. Et puis, je dirais, il y a aussi le niveau légal, parce que l'article 7 du Code civil protège la vie ou la dignité des personnes dès le moment de la conception. Et ça, c'est une jurisprudence qui est reprise d'ailleurs par le Conseil constitutionnel, qui a beaucoup insisté sur la notion de dignité. La dignité de la personne, c'est la dignité de son corps, c'est l'inviolabilité de son corps. Il y aura un problème à ce niveau-là. Enfin, il y aura une question juridique qui se posera. Il faudra évidemment que le texte passe devant le Conseil constitutionnel si on en arrive là. Donc je trouve que ces plans-là sont suffisants. Je crois que c'est quand même très important de considérer qu'on va aujourd'hui créer un droit à mourir qui sera garanti par un devoir de donner la mort, qui va se transformer nécessairement en un délit d'entrave pour celui qui n'acceptera pas de donner la mort. De même que ça existe pour l'avortement. C'est la comparaison opportune avec l'avortement. Vous avez parfaitement raison, puisque c'est la même inspiration. Et d'ailleurs, les inspirateurs pensaient au début et à la fin de la vie. C'est exactement ces deux miroirs. C'est évidemment les mêmes raisonnements, le même soubassement idéologique ou philosophique. Et de même qu'il existe aussi aujourd'hui un délit d'entrave à l'IVG pour ceux qui s'opposent à l'IVG. Il y aura un délit d'entrave à l'euthanasie pour ceux qui s'y opposeront. Et ça deviendra une sorte d'injonction. Comme c'est une injonction pour les... Ça, c'est un sujet, pardonnez-moi, mais que je connais bien. Pour les personnes qui sont porteuses d'un enfant avec une trisomie 21, il y a une sorte d'injonction informulée pour ces femmes à ne pas garder leur enfant, puisque 97% d'entre elles ne le gardent pas. 87%, c'est pas un chiffre de liberté. Bon, c'est un chiffre de démocratie non populaire. Donc, en fait, cette injonction, elle va forcément peser sur les populations qui sont âgées, sur les populations qui vont se sentir inutiles, de trop. Et la meilleure illustration, c'est celle de ce film, vous avez entendu parler, Plan 75, ce film japonais qui vient de sortir, que j'ai pas encore vu. Qui n'a rien à voir, regardez-le. Non, mais ça évitera d'en parler dans un débat quand il n'a rien à y faire. Mais regardez-le. Non, si, parce que quand même, en fait, la question de même la réalisatrice a dit que ça n'avait absolument rien à voir. On peut s'en servir pour ça. Mais souvent, les réalisateurs ont des visions très prophétiques. Bon. Donc c'est pas regardez plutôt un documentaire avec François Damas, ce sera beaucoup plus intéressant. Les documentaires sur la fin de vie, ils sont pas amusants quand même à regarder. Non, ils sont pas amusants, mais ils sont réels. Quand ils vous expliquent ce que font les médecins belges, ça pose le débat. Je vous assure. C'est plutôt une contre-publicité pour les. Moi je le trouve formidable. Regardez vraiment les mots de la fin, un documentaire, très humain. Vous verrez. J'en ai vu. Je trouve ça glauque ici, mais je trouve que c'est terrible parce que ces moments-là peuvent être vécus dans un apaisement familial ou affectif. Dont on ne retrouve pas les termes ni l'écho à travers ces documentaires sur les fins de vie qui sont quand même glauques, je trouve. Et c'est ça que je trouve terrible, c'est ce manque d'espérance, ce manque de confiance en fait dans la société, dans la collectivité, qui fait qu'en fait on se dit, de toute façon, moi je veux ma mort à moi. Et je l'exige, et il y a des gens qui vont me la donner, et s'ils ne me la donnent pas, c'est des tortionnaires. Ça. J'arrive pas à rentrer dans cette logique de la défiance. En fait, vous êtes dans une posture de défiance par rapport à la collectivité. Moi, je fais confiance à la société humaine dans laquelle on vit, à l'entraide, aux soins, à l'entourage, à la famille, aux amis, aux médecins qui font ce qu'ils peuvent. Et puis, voilà, mais je veux dire, il n'y a pas de droit à mourir. Et donner à la médecine le droit de délivrer la mort,
je trouve que c'est une mauvaise chose, c'est une chose qui est mal. Alors, Monsieur Le Mené, je ne pense pas être dans une posture, mais je partage exactement tout ce que vous dites, mais c'est là où il y a quand même une incompréhension. Il y a un moment donné, c'est pas le camp du bien contre celui du mal, c'est pas les gentils contre les méchants. Il faut réussir à sortir un peu de ça. Les impostures, elles sont pas de mon côté. Là où, par contre, je vous invite vraiment à regarder, en Belgique, en Suisse, ça apprend beaucoup de choses. Tout à l'heure, vous parliez d'accompagnement. Mais quand vous avez aujourd'hui le droit, effectivement, une aide active à mourir qui se fait par exemple en Belgique, vous avez 2900 euthanasies qui se font en Belgique. C'est un tiers des personnes qui vont réellement au bout. C'est-à-dire que vous avez 3 fois plus de demandes. Elles ne changent pas d'avis, ces personnes, elles se disent simplement « Maintenant que je suis respecté jusqu'au bout, in fine, je sais qu'on m'accompagnera si besoin. » Eh bien, effectivement, la vie se passe un petit peu différemment. Donc, oui, légaliser l'aide active à mourir, c'est aussi faire une promesse aux personnes qu'aujourd'hui on abandonne, de dire on vous accompagnera jusqu'au bout. Elles n'utiliseront peut-être pas ce droit, mais elles seront rassurées. C'est ce qui se passe absolument partout. Et moi, je tiens à rassurer les soignants, au-delà de la clause de conscience. On n'oppose pas les soignants. Si on commence ce débat comme ça ne sert à rien. Tout est foutu. Les soignants font un travail formidable. Les soins palliatifs font un travail formidable. Pour l'instant, on n'en a pas encore parlé. Mais moi, mon combat, une nouvelle fois, je ne suis pas un militant de l'aide active à mourir. Hein. Je suis un militant du libre choix. Et dans ce libre choix, il doit y avoir les soins palliatifs. Et je pense que ce serait utile d'en parler parce qu'il faut rappeler quand même que vous avez plus de 20 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs, que vous avez quand même des départements qui n'ont pas un seul lit de soins palliatifs, que pendant 2 ans et demi, il n'y a pas eu un seul plan de développement des soins palliatifs. Le gouvernement s'en est complètement foutu. Il n'y a pas 1 euro qui a été mis dedans. Et pour le coup, c'était la DMD qu'on entendait. On allait rencontrer Olivier Véran pour lui dire « ce n'est pas normal ». Donc, il faut permettre enfin un accès universel aux soins palliatifs. Ça veut dire mettre de l'argent, ça veut dire former, ça veut dire recruter, ça veut dire accompagner. Et je vais vous donner un exemple simplement pour expliquer pourquoi c'est compatible, les soins palliatifs et l'aide active à mourir. Tout à l'heure, M. Menet, vous avez dit qu'il n'y a pas de texte. Si, il y a un texte, l'Assemblée nationale l'a même voté. Ce texte, la proposition permettant la légalisation de l'aide active à mourir, c'était en avril 2021. On n'a pas pu aller au bout parce que c'était dans le cadre d'une niche parlementaire. Mais avant ça, il y avait un texte qui avait été déposé par Marie-Pierre de la Gontrie au Sénat. Et ce texte qui n'a pas été au bout, mais la réponse du gouvernement à ce texte, ça a été enfin un 5e plan de soins palliatifs. 2,50 € par habitant. 2,50 € par habitant. C'est depuis 1999 qu'on devrait avoir l'accès universel aux soins palliatifs. Eh bien, vous prenez l'Autriche, en même temps, au même moment. Elle faisait voter la légalisation du suicide assisté et un plan de soins palliatifs de 12 € par habitant, pratiquement 6 fois plus que nous. Donc, le scandale aujourd'hui sur cette question de la fin de vie, il est que déjà, on n'ait pas mis d'argent dans les soins palliatifs, mais qu'en plus, on empêche à certains de pouvoir bénéficier d'une aide active à mourir à leur demande et de leur dire « va à l'étranger parce que c'est ainsi ». Voilà, c'est ça le vrai débat. Donc, il ne faudra pas ignorer les soignants, il ne faudra pas ignorer les soins palliatifs, chacun va devoir s'exprimer. Et je pense, vous avez dit, il n'y a pas une question religieuse. Moi, je pense qu'il y a aussi dans ce débat une question religieuse, parce que respecter toutes les consciences, ça veut dire aussi respecter des convictions philosophiques ou religieuses qui font que vous pouvez être heurté par le débat, qui font que vous pouvez décider que ce soit votre Dieu qui vous rappelle. Et je me battrai toujours pour que toutes les personnes soient respectées dans leur liberté, dans leur dignité, y compris s'il y a une question religieuse que je ne peux ne pas partager, mais je me battrai pour qu'elle soit respectée. Vous parliez d'un tiers des gens qui avaient demandé une euthanasie qui finalement n'y avaient pas recours, ou c'était l'inverse ? Non, c'est bien ça. C'est pareil en Belgique. Vous avez beaucoup de personnes qui peuvent entrer dans ce qu'on appelle un processus de suicide assisté, mais qui ne vont pas utiliser ce droit. Et en Belgique, c'est la même chose. Et que représente, vous qui êtes président de la DMD, les personnes qui, comme Jean-Luc Godard, dont la vie n'était pas menacée à court ou moyen terme, mais qui se disaient épuisées et qui voulaient, et c'est ce pourquoi militait Jacqueline Jenkel également, qu'on avait reçu ici, qui ne voulaient pas juste finir leur vie croulant, ou etc. Qu'est-ce que représentent ces gens ? Et là, on est dans toute autre chose. Là, est-ce qu'on est dans de la dépression ? Alors, on est surtout sur quelque chose qui est faux de Jean-Luc Godard, puisque même son médecin a dû revenir. Libération a voulu sortir un peu trop vite son information. Le médecin l'a dit. Donc Jean-Luc Godard, c'est pas une question d'épuisement. Il a des polypathologies. On va pas mourir en Suisse d'un suicide assisté parce qu'on est épuisé. Faut arrêter avec ça. Alors la Suisse n'a pas de loi. C'est spécial. On sait que ce sont des associations. C'est pour ça que ça coûte 10 000 €.
euros. Mais Et ce ne sont j'espère pas des bien médecins, qu'en ce ne sont pas France... des médecins. Alors, il y a un cadre médical qui existe quand même en Suisse, mais effectivement, ce sont des associations. Alors, si on parle par exemple de Life Circle, c'est le docteur Erika Preisig, donc il y a quand même des médecins. Mais moi, c'est pas le modèle suisse que je prône demain. Je ne souhaite pas dire ça coûte 10 000 euros pour bénéficier d'un suicide assisté, même si derrière, c'est le coût réel du suicide assisté en Suisse, y compris pour le rapatriement du corps, y compris pour les policiers qui doivent venir, puisque tout suicide assisté en Suisse est filmé. C'est-à-dire que derrière, il y a la police qui vient, il y a la justice. Oui, c'est ça ce qui se passe en Suisse. Donc Jean-Luc Godard, c'était pas l'épuisement. D'accord. Qu'on soit d'accord. Okay. Et Jean-Luc Godard était suisse. Je dédie. Donc Jean-Luc Godard n'a pas eu à s'exiler effectivement en Suisse pour en bénéficier, puisqu'il était franco-suisse. Mais effectivement, le décès de Jean-Luc Godard par suicide assisté est intervenu le jour où le comité d'éthique, Alain Claes et Régis Aubry, remettaient le rapport sur la fin de vie. D'accord. C'était une coïncidence. Mais du coup, ces gens, est-ce qu'ils représentent quand même quelque chose? Alors, c'est pas le cas de Jean-Luc Godard, mais est-ce qu'ils représentent des gens qui... alors, c'est ce que disait Jacqueline Jankel dans les médias, au final, parce qu'ensuite, elle a repoussé le suicide assisté auquel elle voulait avoir recours. Elle l'a repoussé plusieurs fois. Est-ce que ça existe les gens dans cette situation? Mais alors, vous avez des gens qui, effectivement, doivent pouvoir dire... Il y a des gens dépressifs qui peuvent vous dire « j'ai envie de bénéficier d'une aide active à mourir ». Aucun pays, aujourd'hui, ne dira « parce que vous êtes simplement... vous avez une peine de cœur, on va vous permettre une aide active à mourir ». C'est pas du tout ça. Moi, ce que je retiens, parce que l'ADMD, c'est une association militante, mais également d'entraide et de solidarité. On a une ligne d'écoute. Sur cette ligne d'écoute, on reçoit de plus en plus d'appels de personnes qui ont ces maladies incurables et qui souhaitent se renseigner pour la Belgique ou pour la Suisse, pour qu'on puisse leur dire oui, on peut peut-être vous accompagner. Toutes ces personnes ne vont pas, in fine, bénéficier d'une aide active à mourir. Mais elles ont des questions, elles ont parfois effectivement besoin d'être rassurées. Mais moi, la société que je prône, qui est une société fraternelle, c'est une société qui écoute, qui soigne, qui accompagne jusqu'au bout, y compris quand, jusqu'au bout, vous l'aurez compris, c'est une aide active à mourir. Mais on a de plus en plus de témoignages de personnes qui, effectivement, se disent il va falloir que je parte à l'étranger pour être respecté, parce que voilà, la maladie, moi je pense à Catherine Icardi-Lazareff, qui était une grande sportive qu'on voit dans son témoignage, qui est aujourd'hui une maladie de Charcot, qui est accompagnée par ses enfants, et qui l'a dit, il va falloir qu'elle aille en Belgique, parce qu'aujourd'hui la France ne peut rien lui proposer, à part une agonie qu'elle ne souhaite pas. Non, mais je ne suis pas d'accord avec ça. On ne peut pas dire que la France n'a à lui proposer qu'une agonie. En fait, c'est ça l'argument qui n'est pas bon. Moi, je voudrais qu'on revienne sur les soins palliatifs. Je suis d'accord avec vous pour considérer que les soins palliatifs sont une solution et qu'il est absolument scandaleux de la part du gouvernement de ne pas avoir prolongé ces plans depuis, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on en parle, on est toujours en stand-by. Je trouve qu'il y a un décrochage absolument incroyable entre ces plans pour les soins palliatifs qui n'avancent pas, et par contre, les propositions qui s'accumulent pour faire émerger la question de la fin de vie en termes plus volontaristes, avec une aide effective à mourir. Donc en fait, c'est finalement les lois sociétales qui l'emportent sur la réponse raisonnable et médicale qui devrait être la réponse unique. Donc en fait, moi je fais cette précision parce que nous sommes d'accord pour dénoncer le fait qu'il n'y a pas assez de soins palliatifs en France et que c'est la faute du gouvernement et qu'en fait visiblement c'est pas sa priorité, et ça c'est pas normal, parce que franchement s'il y a bien un truc qui concerne tout le monde, c'est quand même la fin de vie. Mais je ne suis pas d'accord sur la définition des soins palliatifs dans lesquels vous incluez aussi l'aide à mourir. Donc je considère que, parce que quand on dit dans certains milieux, je pense aux milieux qui s'opposent à l'euthanasie, voilà, la solution, c'est les soins palliatifs, encore faut-il s'entendre sur la définition. Et je pense que tous les soignants des soins palliatifs ne sont pas forcément d'accord pour l'inclusion de l'aide à mourir dans les soins palliatifs. Donc moi, je pense que c'est vraiment là qu'il faut quand même poser des choses assez claires pour que les gens comprennent. Donc oui aux soins palliatifs, mais les soins palliatifs, dire il y aura plus de soins palliatifs, ne sera pas une garantie pour moi qu'il n'y aura pas de loi sur la fin de vie, puisque comme vous le montrez à travers l'exemple autrichien, ça s'est débloqué au niveau des soins palliatifs et également au niveau de l'aide à mourir. Et je pense que la réponse, je parle pour ceux qui s'opposent à la loi sur une éventuelle euthanasie, la réponse qui consiste à dire faisons des soins palliatifs n'empêchera absolument pas d'avoir une loi sur la fin de vie, qui est une loi qui est d'origine beaucoup plus philosophique et beaucoup plus profonde, et qui considère qu'effectivement on a la liberté
de choisir sa mort et de demander à la société de vous y aider. Et c'est sur ce point que je ne suis pas d'accord. Pour moi, ça ne peut pas être l'un ou l'autre, Ouais. mais l'un et l'autre. Et regardez en Belgique, 50% des euthanasies se font dans le cadre d'un parcours de soins palliatifs. Donc, une nouvelle fois, on peut croire en notre exception française. Partout ailleurs, partout, les soins palliatifs ont été développés. Et ce n'est pas, si demain on développe les soins palliatifs, il n'y aura plus ces demandes d'aide active à mourir. Si. Non, mais bien Il y sûr en que aura. non. Mais, ah oui, bien sûr, Il y en oui, aura. il y en aura toujours, Bien sûr. évidemment. Donc c'est pour ça qu'il faut bien une loi qui ne mette pas de côté les soins palliatifs, mais ce soit une loi également qui ne mette pas de côté l'aide active à mourir. Et pourquoi faudrait-il intégrer l'aide à mourir si on développe vraiment les soins palliatifs partout, par Mais exemple? Parce qu'il y a... Si, Non, mettons mais que le gouvernement fasse un truc super les qui nous soins- convienne. Mais alors, vous avez quand même des souffrances qui sont réfractaires à tout. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Et puis, vous avez des personnes qui ne souhaitent pas aller en soins palliatifs. Vous avez des personnes qui ne souhaitent pas bénéficier d'une sédation profonde et Mais qui continue veulent quoi, jusqu'au alors décès. Mais ce sont des personnes qui ont un diagnostic à moyen terme. Je vous parlais de Catherine Icardi Ouais. quand je vous parlais d'agonie. Quand je vous parlais d'agonie, effectivement, vous l'avez interprété comme l'agonie, on allait la laisser sans la soigner. Ce n'était pas ça que j'entendais. C'est l'agonie pour elle, ce qui est la définition de sa vie, quand ça devient de la survie. Pour Catherine, par exemple, le jour où elle perd la parole, eh bien pour elle, ce sera devenu de la survie. Ce ne sera plus la définition de sa vie. Et derrière, ce qu'on Mais lui sa vie sera proposera toujours pour digne. elle... Mais bien sûr que sa vie sera toujours digne. Mais vous n'êtes personne, tout comme je ne suis personne, pour dire à Catherine Icardi-Lazareff quand elle doit mourir. Pour dire à Catherine Icardi-Lazareff, non, on ne va pas t'écouter. Nous ne sommes personne. Moi, je demande simplement ça, qu'on ne juge pas. Non, mais on veut Personne pas ne lui juger. a dit, Catherine, tu ne seras pas digne. Ou Catherine, tu es indigne. Personne ne dit ça. Personne ne lui dit, ta vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Personne. C'est simplement être écouté. Et ces gens-là, ils en ont marre qu'on ne les écoute pas. Ils en ont marre qu'on leur dise, mais ma vérité, ça doit être la tienne. Non. Moi, j'ai pas de vérité ou pas de certitude sur la fin de vie. Peut-être que vous en avez, tant mieux. Moi, j'en ai pas. Mais Et c'est au nom de justement quoi parce qu'on n'a faudrait-il pas que cette la vérité société- qu'il faut qu'il y ait une loi Pourquoi qui autorise faudrait-il tout. que la société s'engage à répondre à ces demandes individuelles qui sont extrêmement variables? Parce que vous me citez l'exemple d'un sportif, mais l'exemple d'un homme de théâtre ou d'un homme de lettres, ce ne sera pas exactement la même chose. Donc les critères de la dignité de la vie seront différents pour chacun. Je ne vois pas au nom de quoi la société aurait à répondre à ces demandes de soulagement par la mort. Mais c'est pas je de veux dire, soulagement il y par a la aucune mort. raison. Hein. C'est des gens qui vont mourir. C'est pas de soulagement par la mort. C'est la maladie qui tue. Hein. C'est pas de soulagement par la mort. Hein. Ça n'a rien à voir. Ou alors vraiment, là, on n'est pas du tout dans le bon débat. Si on refuse Ce que vous leur demandez, c'est ce que vous leur proposez. Moi, je ne leur demande rien. Non, mais c'est ce que eux qui vous leur demandent. proposez, Hein. c'est Moi, je ne suis une aide à personne mourir. pour m'y opposer. Je leur demande pas. Le Non, médecin mais- ne demande pas non plus. Hein. Non, mais ce sera une proposition d'aide à mourir. Bon, cette proposition d'aide à mourir, elle sera bien financée, proposée par la société. Il faudra bien des gens pour le faire, pour leur proposer. Je ne vois pas au nom de quoi on participerait à cet acte-là. Il faut au contraire leur proposer une aide à vivre dans les conditions qui ont changé, qui sont les leurs, mais pas une aide à l'agonie ni à souffrir. Une aide justement pour soulager la souffrance et pour faire en sorte qu'ils supportent correctement cette fin de vie entourée de leurs proches. Je ne vois pas pourquoi on leur procurerait la mort. Au nom de quoi on serait solidaire de cette proposition de mort. Je vois pas pourquoi. Pourquoi en fait? Et je pense que, là, je vais être méchant avec vous, je suis désolé, mais je Non, pense que ce qui nous oppose soyez vraiment, c'est simplement l'écoute des gens. C'est simplement ça. Je suis désolé, mais je ne vois pas en quoi vous devriez définir qu'il ne faille pas les écouter, qu'il ne faille pas les accompagner jusqu'au on est bout. prêt à les écouter et à les accompagner Mais jusqu'au vous ne bout. les écoutez Mais pas, vous vous savez n'êtes pas très bien prêt à que dans les la plupart accompagner des jusqu'au cas, bout. des demandes d'euthanasie, il en reste effectivement très peu en fin de course. Donc, chiffres, Lorsque donnons des chiffres. les Soyons souffrances ont été traitées, prises en charge, la demande d'euthanasie ne perdure pas. C'est ce que Enfin, je vous disais, ce que un tout le monde dit. tiers, bien sûr. Ah, mais oui. c'est même moins que ça. Non, mais non, c'est pas moins que ça. Non, mais monsieur, non, mais- Bah, ça dépend. Bon, Non, mais ça dépend dans ce des débat, moi, études c'est pour qu'on ça que je suis prend. content qu'il y ait une convention citoyenne. Il y a un moment donné, des personnes qui connaissent le sujet vont pouvoir venir en parler. Il y a des études. Appuyons-nous sur les études. Bien sûr. Appuyons-nous sur ce qui existe. Ne donnons pas ce ton qui est de dire il n'y a plus de demandes, toutes les demandes s'épuisent quand on accompagne. Non, ce n'est pas vrai. Et les études sont menées chez nous et à l'étranger. On les prend, on les regarde, on en discute. Mais non, vous ne pouvez pas dire toutes les demandes ne s'entendent plus parce qu'on accompagne. C'est pas vrai. Je vous l'ai dit moi-même, il y a un tiers seulement qui vont au bout. Il y en a un tiers. Donc c'est vrai que pour 2 tiers qu'on leur a dit, eh bien, in fine, ça existe, ça peut les rassurer. Je ne dis pas l'inverse. Je Qu'on pense soit qu'il y a bien d'autres- d'accord. Je pense qu'il y a d'autres manières de les rassurer que leur proposer la mort. Mais ce n'est pas la mort qu'on leur propose. Ah, bah, Mais ce n'est pas la mort, ce in sont fine, des gens qui vont mourir. Ce n'est pas la mort qu'on leur On propose. n'a aucun droit à anticiper la mort. Je ne vois pas pourquoi on Mais précipiterait la ce mort. n'est de pas ces- anticiper Il y a une la autre façon mort de les rassurer. qu'on leur... Mais attendez, Non. c'est pas une question de les rassurer, mais
il y a un moment donné, vous n'êtes pas allé vous n'avez pas accompagné de proches, vous n'êtes pas allé dans des soins écoutez, palliatifs. Je dois avoir le double de votre âge, j'ai vu mourir pas mal de voilà, gens. Oui. Mais c'est pas une question d'âge, vous savez. Je vais vous dire, on peut avoir 38 ans et avoir connu d'autres choses que personne de 70 ans, et avoir 70 ans, avoir effectivement connu bien d'autres choses que d'autres. C'est pas du tout une question d'âge, et sur la fin de vie, c'est pas du tout une question d'âge non plus. Mais moi, je me pose cette question-là parce que vous me dites, on va précipiter la mort, mais quand vous allez vraiment parler avec ces personnes-là, une nouvelle fois, sans les juger, sans leur donner votre position. Moi, j'ai rien à imposer à personne aujourd'hui. Juste ouvrir un champ des possibles. Quand vous allez leur parler et qu'elles vont vous expliquer qu'il y a un moment donné, ce n'est plus la vie, c'est de la survie. Qu'il y a un moment donné, ces souffrances, elles sont inapaisables. Inapaisables. Personne ne peut apaiser ces souffrances. Mais vous pouvez me dire non. C'est quand même la réalité. Ou alors vous considérez que la médecine arrive à apaiser toutes les souffrances, et effectivement, il n'y a plus de débat à avoir. Alors comment se fait-il les soins palliatifs même dans les soins palliatifs, ils vous le disent. Et la sédation Ils vous disent, et ça va à l'inverse avec d'ailleurs ce que vous venez de dire, même les soins palliatifs, et c'est pour ça que je suis impatient de ce débat, parce que finalement, on va enfin avoir des choses qui vont être posées sur la table réellement, sans se cacher, etc. Même les soins palliatifs vous le disent. Il y a des études, c'est un rapport Ferrand qui existe là-dessus, vous avez des demandes qui persiste parce que il y a des souffrances qui sont réfractaires, il y a des souffrances qui sont inapaisables. C'est comme ça. La sédation permet de supprimer ces souffrances. Si vous êtes à l'agonie, mais permettez-moi par exemple de ne pas souhaiter demain de devoir être à l'agonie pour bénéficier d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Enfin, de toute façon, vous n'êtes pas d'accord avec cette sédation, vous n'êtes pas d'accord avec la loi Claeys-Leonetti, donc ne me dites pas que ça peut soulager tout quand déjà on n'est pas d'accord avec le début de la loi. Avec la sédation, pas la sédation profonde et continue sans interruption. La sédation adaptée au cas. Où c'est le médecin qui décide finalement quand la personne peut être réveillée ou pas, quand la personne souffre assez ou pas. Oui, je pense que ça nous oppose parce qu'effectivement, je crois que la sédation profonde et continue jusqu'au décès, elle existe, elle a le mérite d'exister, elle peut être adapté à des personnes qui le souhaitent, une nouvelle fois, qui sont à l'agonie, en court terme, qui demandent cette sédation. Je rappellerai juste que cette sédation, elle s'impose aussi aux soignants. Il n'y a pas de clause de conscience sur cette sédation. Sédation qui existe d'ailleurs dans d'autres pays, sauf que le protocole est un petit peu fait différemment, puisque chez nous, c'est la Société française d'accompagnement des soins palliatifs qui a fait également le protocole sur la sédation. Je dis qu'il faut simplement d'autres choses, et ça ne voudra pas dire qu'on n'accompagne plus, ça ne voudra pas dire qu'on ne soigne plus, ça ne voudra pas dire qu'on n'offre pas du temps, qu'on n'offre pas de l'espoir. Non, demain, légaliser l'aide active à mourir, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire simplement que justement, on accompagnera tout le monde, y compris si, une nouvelle fois, c'est une demande de bénéficier du suicide assisté ou de l'euthanasie. Mais oui, je pense que vous êtes opposé, vous parliez de progrès, à des avancées qui peuvent avoir lieu. Ce débat, il a lieu depuis 40 ans, il y a un moment donné. Regardons les choses comme elles existent. Personne ne vous obligera demain à bénéficier d'une aide active à mourir si vous ne le souhaitez pas. Personne ne m'obligera à bénéficier d'une aide active à mourir si je ne le souhaite pas. Personne doit aujourd'hui m'obliger à ne pas pouvoir être juge de mes souffrances, tout simplement. Vous êtes quand même assez naïf parce que vous voyez, par exemple, il faut toujours en revenir à cette comparaison, cette modélisation de l'avortement et de l'euthanasie qui sont les deux formes d'un même projet, au fond. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de s'opposer à l'avortement, c'est clair. On va en prison, c'est des peines de prison. C'est des peines de prison pour ceux qui s'opposent à l'avortement. Il n'y a aucune raison de penser qu'on ne pourra pas non plus empêcher les gens de dire leur désaccord par rapport à l'euthanasie à partir du moment où une demande aura été formulée. Les directives anticipées lient déjà les médecins. On aura déjà des médecins qui sont tenus par l'avortement, on aura des médecins qui sont tenus par l'euthanasie. Je trouve que le métier de médecin prend un sacré coup aux deux extrémités de la vie. Et je pense que le monde médical ferait bien de réfléchir à deux fois. Les professions du début de la vie sont complètement désertifiées d'ailleurs. Bon, il y a une désertification du monde médical d'une manière générale. Je pense que ça n'encourage pas la médecine à travailler, et ça n'encourage pas la société à faire preuve de l'empathie qu'elle doit avoir à l'égard des plus faibles. Une société se définit par le soin qu'elle apporte à ses membres les plus faibles, et non pas par la mort qu'elle leur délivre, sur injonction de celui qui veut mourir. Par les soins qu'elle apporte à tous.
pas les plus faibles. Moi, je ne mais- considère pas les plus faibles et les plus démunis. Je trouverais ignoble de dire il n'y a que les plus faibles qui ont le droit ou il n'y a que les plus forts qui ont le droit. Non, Mais les l'aide soins à s'apportent mourir à tous. n'est pas un soin. Ah oui, mais ça nous oppose C'est vrai effectivement. Vous Oui, bien considérez sûr, comme un bien sûr. Ah, Je mais pense que le l'aide à dernier mourir, acte de soin, et les médecins, à l'étranger le disent, le dernier acte de soin, oui, ça peut être une aide active à mourir. Mais effectivement, c'est des conceptions qui peuvent C'est une nous question de opposer. définition. L'aide active à mourir, pour moi, n'est pas un soin. On se quittera peut-être sur donc ce désaccord. Pour vous, c'est l'aide active à mourir est un soin. Pas pour vous, Jean-Marie Leméné. Merci à tous d'avoir suivi ce débat sur VA+. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et on se dit à très bientôt. Merci.